Rappelez-vous ces images, c'était le 12 février 2025, il est 10h16 heure de San Diego et un growler de la Navy américaine se retrouve à faire le tour du monde avec ces images assez incroyables. 65 millions de dollars à l'eau. Les deux pilotes, le pilote et la place arrière, ce qu'on appelle le WISO, en français le NOSA, navigateur officier système d'armes, s'éjectent et vont se retrouver à quelques mètres l'un de l'autre et vont très rapidement être récupérés par un petit bateau de pêche charter qui va les amener à bon port. Alors, pas tout à fait posé, pas cassé, on n'avait pas beaucoup d'infos initialement sur cet événement. Nous avons désormais le témoignage et l'autocritique de la place avant, le pilote, et de la place arrière, le navigateur réserviste, et c'est extrêmement intéressant. Alors, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de comprendre comment ils en sont arrivés à s'éjecter de cet avion qui était sur le papier en parfait état de marche, et spoiler alerte, ils ont essayé de se poser dans une configuration où ça ne passe pas sur la courte piste de Naval Air Station North Island avec une piste mouillée, du vent arrière, un avion qui a une version informatique sur laquelle il n'était pas lâché, il n'était pas formé, bref, il n'y a rien qui va, mais bon, il n'y a pas mort d'homme, et on va en tirer un maximum de leçons. Alors merci à la Navy américaine d'être aussi transparente sur leur rétex, le retour d'expérience, et aujourd'hui, on débrief. Jingle. Roger, ball. Les outils étaient là, on ne les a pas utilisés à leur pleine valeur. C'est un petit peu la phrase de conclusion que va avoir le Naval Aviator, l'aviateur naval, le pilote de ce growler, après avoir fait son autocritique, c'est très américain, de manière ouverte auprès des membres de la communauté des tailhooks, de ceux qui ont une crosse, dans le magazine qui s'appelle Approach, qui est un excellent magazine disponible pour tous. Alors, le plan aujourd'hui, en 1, on va regarder cette journée du 12 février qui restera dans les mémoires, je pense, du côté de San Diego. On va voir comment ils sont partis en vol, le ravitaillement, la décision de demi-tour, la piste trop courte, l'eau stagnante, bref, tout ce qui va s'accumuler jusqu'à l'éjection. En 2, on va rentrer un petit peu dans le détail de la méthodologie de débriefing, du Threat Error Management utilisé par l'US Navy et voir les 6 menaces qui se sont empilées, les 4 erreurs qui ont transformé l'événement en crash et les fameux fromages suisses de Reason. Tout ça, c'est version aéronavale, ça va vous plaire. Et en 3, on va rentrer dans la tête du pilote, rentrer dans la tête du navigateur parce qu'ils nous ont partagé tout ça avant, en 4, d'essayer d'en tirer 2-3 petites leçons. Juste avant, petite déclaration de biais. On est tranquillement assis dans nos sièges, c'est facile, c'est beaucoup plus compliqué dans la vraie vie. Et il y a toujours un énorme gap en fait entre la théorie et la pratique. Rajouter un peu de fatigue, rajouter un peu de stress, rajouter du comportement humain, du biais, de la pression auto-induite. Et les choses sont toujours beaucoup plus compliquées dans la vraie vie. Ce qu'on essaye de vous apporter sur cette chaîne, c'est le point de vue des opérationnels. Moi, j'ai eu la chance d'être formé par l'armée américaine, faire 2 ans de formation là-bas. J'ai fait du T-45, je comprends bien comment il fonctionne. Ensuite, derrière, je suis revenu en France. J'ai fait du super étendard, du Rafale. J'ai fait pas mal d'opérations avec les Américains. Pas avec les growlers, par contre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le lever à 3h45 du matin pour un brief à 6h, les Américains, ils en bouffent, et ça fatigue. Et on n'est pas du tout dans le même état cognitif que quand on va bien. Allez,
J'ai mon biais occidental, je l'assume, je n'ai rien contre l'US Navy, je n'ai rien contre ce pilote de growler ou ce Wiso. Par contre, j'ai un appétit féroce pour ce qui est d'apprendre des erreurs des autres, et avec l'approche américaine du débriefing, que l'US Air Force appelle nameless, rankless, ils retirent leur nom, ils retirent des galons, ça permet à tout le monde de s'améliorer et de se coucher meilleur professionnel. C'est exactement avec cet état d'esprit-là que l'on va rentrer. Alors laissez vos jugements de côté, c'est pas la bonne chaîne pour être plein de jugements. Laissez votre petit côté franco-français de côté également. On parle pas de F-35 aujourd'hui. Aujourd'hui, on va en sortir meilleur professionnel, même si vous travaillez pas dans les cockpits. On attaque. Comme vous le savez, les Américains se préparent pour être prêts dans le Pacifique. Et dans le Pacifique, en face, c'est les Chinois. D'où le nom de l'exercice Bamboo Eagle 25A. Bamboo, vous aurez compris, Eagle, c'est les Américains. 25-1, le premier de l'année. On est le 12 février 2025. C'est un exercice qui est créé et dirigé par l'US Air Force. Il y a les Britanniques, il y a les Australiens, il y a les Canadiens, bref, les Anglo-Saxons entre eux. Et ils vont travailler sur l'Agile Combat Employment, sur leur capacité à tenir, à se disperser, à survivre face à un adversaire qui a beaucoup de moyens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont faire des exercices loin, très loin des côtes, à plusieurs centaines de kilomètres, et qu'il faut donc un plan de tanking et beaucoup de préparation. Beaucoup de bases dispersées également, donc on a des avions qui partent d'un petit peu partout. On va avoir des growlers. Les growlers, ils nous viennent du VAQ 135. Les Black Ravens, c'est une escadrille qui est d'habitude dans l'État de Washington, dans le nord, dans le nord, et là ils sont plutôt dans le sud, à San Diego. Notre vol aujourd'hui, il a un équipage qui est mixte. D'un côté, on a un lieutenant, donc c'est un capitaine dans la Navy, il est d'actif du VAQ 135, et derrière, l'Electronic Warfare Officer. C'est encore un terme particulier, parce que là, on est sur des avions de guerre électroniques. C'est un lieutenant commander, donc on est sur un grade qui est beaucoup plus élevé, qui lui vient du VAQ 209, les Star Warriors. Ça fait très Star Wars. C'est une escadrille de réserve. Donc en fait, on a un réserviste en place arrière, et en place avant, on a un capitaine d'active. Brief, 6h du matin. 3 avions. Objectif, ravitailler, aller dans la zone au large, faire le travail, revenir. La zone de travail est entre 500 et 700 km. En gros, il faut traverser la France pour y aller. Donc, c'est la zone W291 et ça fait travailler les ravitaillements, ça fait travailler le transit et la variation de charge de travail. Problème, comme souvent, on va pas se mentir avec les avions modernes, ils mettent en route, ça marche pas comme prévu. Donc, ils vont devoir prendre un autre avion, un avion de réserve, un spare, et souvent, surtout pour les missions de guerre, tu as 2 avions, tu as toujours 1 ou 2 spares en plus. Alors ils vont vite changer d'avion, mais ça les met déjà en retard. Et ils sont donc ce qu'on appelle late comer. Ils arrivent en retard. Donc ils partent 10 minutes après le reste de la patrouille, ils rattrapent en single, jusque-là pas de croix à écrire à la famille, ils vont accélérer, consommer un peu plus, et retrouver tout le monde sur le tanker. Mais, ils ont pris un spare. Première traversée de plaque de fromage, le spare n'a pas la même version informatique, n'a pas la même mise à jour logicielle que l'avion prévu initialement. Donc, ils rejoignent le tanker, ils pluguent directement, premier ravitaillement. Et là, ils vont avoir un WXFR Advisory, qui veut dire Wing Transfer, transfert de pétrole au niveau des ailes, avec les différents réservoirs. Je vous rappelle qu'on part au large, sans terrain de secours, donc ils n'ont pas envie de jouer. Donc ça ne leur plaît pas. Cette alarme leur fait croire qu'ils vont avoir un problème de transfert avec du pétrole qui ne pourra pas être exploité dans les ailes. Comme on l'a dit, ils sont sur une autre version du growler. Ils ont la version qu'ils appellent System Configuration Set H18. Et pour faire simple, il y a des mises à jour régulières. H18, c'est la dernière version. C'est la première fois que les deux volent sur H18. Ils sont pas current. Ils n'ont pas eu le briefing H18. Ils connaissent pas les spécificités. Et comme toute belle mise à jour informatique dans les avions modernes, elle crée des pannes. Et des pannes fictives. Donc en fait, ce problème de transfert, c'est normal, avec un 7 H18. Mais comme ils n'avaient pas briefé de prendre un avion H18, qui sont pas formés dessus, ils sont pas au courant. Mauvaise information, trop loin pour pouvoir communiquer avec les opérations, pas de contact direct et pas d'équipier qui maîtrise ce problème-là. Du coup, mauvaise décision si on peut dire, ou en tout cas bonne décision d'un point de vue sécu, en cas de doute, il n'y a pas de doute. Ils sortent la check-in, full starvation. Bon il y a un problème, on a du pétrole qui est bloqué.
On va faire demi-tour à la maison. Merci les copains. Nous, on rentre, on est RTB tout seul. Donc ça rentre vers la maison. Ils sont habitués, ils prennent la décision avec la check du H14. C'est le H18 SCS. Et là, ce qu'on vous dit, ça peut vous paraître peut-être un petit peu tiré par les cheveux ou autre, mais c'est tellement ça la vraie vie. Et c'est ça l'état final recherché de la chaîne, c'est vous montrer qu'en fait, bienvenue dans l'aviation moderne. C'est ça tout le temps nos décisions. C'est prendre des décisions des fois. Eh bien, en n'ayant pas forcément la bonne info. Et on a vu avec d'autres vidéos sur la chaîne avec le F-35C, quand tu as la chance d'avoir les personnes qui ont accès à la bonne doc, tu vas pouvoir prendre les bonnes décisions. Il faut se faire aider. Là, ils n'ont pas la bonne doc. Ils prennent la décision qui pense être la meilleure, que du bon côté de la sécu. Rien à dire là-dessus. Mais ça va être une plaque de plus. La plaque de plus, c'est que maintenant, ils sont de retour vers une piste qui est plutôt une piste courte. Pour eux, 7500, un pied, avec des infos météo vendues par Lattice, qui est que on sort des nuages à 1400 pieds. Donc, il n'y a pas de quoi écrire à la famille. Normalement, Lattice, donc sur ces informations pour vous mettre à jour les conditions météo sur le terrain, doivent être changées quand les conditions changent. On a la piste 29 en service, 1400 pieds, limite arrivé au break. Bref, il fait beau, ils se disent, il n'y a pas de souci, on va se mettre au poids, on va vidanger du pétrole, on peut faire ça sur les avions de la marine de manière à être plus rapide, et comme ça, de manière à être plus léger, et comme ça on est moins rapide pour le poser, on est mieux. Mais dans la chasse, on fait rarement nos calculs d'atterrissage. Et donc dans un avion de ligne, là on aurait fait ce qu'on appelle les calculs de performance à l'atterrissage. Dans un chasseur, ça se fait pas vraiment. Normalement ça doit se faire, mais ça se fait pas toujours. Donc là ils se disent, il n'y a pas de souci, on va se présenter dans ces conditions-là. Mais les infos de Lattice ne sont pas tout à fait à jour. On va revenir dessus. Il se présente pour un PAR. C'est un truc classique sur les terrains militaires. C'est un Precision Approach Radar. Il y a le contrôleur qui a un radar en 2D, en 3D, là. Donc, azimut, distance et altitude. Et il va te guider. Il va te dire 2 degrés gauche, 3 degrés droite. T'es un peu bas, t'es un peu haut. Il va te guider pour que tu puisses te poser. T'as juste à suivre les ordres. C'est un truc très militaire. Sauf que, pendant l'approche, il va avoir une panne, le contrôleur, et il va se retrouver en approche ASR, Airport Surveillance Radar. Tu n'utilises plus un radar de haute précision pour faire percer ton avion, tu utilises un radar de surveillance. Tu es beaucoup moins précis et donc ton altitude minimum de guidage est relevée, est plus haute. Donc là maintenant, initialement, en gros, tu avais une approche qui t'amenait à sortir des nuages à 200 pieds si besoin. Là maintenant, c'est 540 pieds. Or, les contrôleurs leur ont un peu vendu des saucisses, en leur disant qu'il y avait 1400 pieds de plafond. En fait, là, il y a moins de 540 pieds. Et ils se retrouvent à 540 pieds, qui est l'altitude de décision sur ce type d'approche, à ne pas voir la piste, à remettre les gaz. Jusque-là, c'est standard, c'est vexant, mais c'est standard. En déroutement, si besoin, ils ont El Centro, qui est à 80 nautiques, où il fait beau. Donc, au niveau du pétrole et des prises de décision, ils savent qu'ils ont un plan pour aller là-bas. Très bien. Donc ils y pensent, il fait beau, pas de souci. El Centro, c'est très sympa. Je suis allé en T45, je vous en reparlerai. Du coup, en même temps, ils essayent de contacter la maintenance pour essayer de voir leurs différentes options, donc de contacter le sol. Mais là, il y a personne. Problème de réception radio. Quand t'es pas chez toi, pas en ton unité, souvent les postes radio sont moins bons au sol et t'as du mal des fois à joindre quelqu'un. Donc ils se représentent. Ils se représentent ce coup-ci pour un PAR en plus. Et ça refonctionne, et donc ils sont repartis pour un PAR, mais on leur dit attention, il y a de l'eau stagnante. Et en plus, ils avaient pas eu l'info avant, il y a du vent arrière. Il y a à peu près une dizaine de nœuds arrière. Donc là, attention, 10 nœuds c'est la limite, mais c'est plus du tout la même perfo. Piste pas trop longue, piste mouillée, 10 nœuds arrière, ça commence à faire beaucoup. Et spoiler alerte, on en parlera après, en fait ça passe plus. C'est-à-dire qu'à la masse de l'avion, avec ces conditions-là, la piste est trop courte pour qu'ils puissent se poser. Mais ils en ont pas conscience parce qu'ils n'ont pas fait les calculs de perfo. Et là, j'ai envie de dire, le réserviste derrière, dude. Mais on n'est pas là pour juger. Au vu de la culture, au vu de plein de choses, de l'heure du lever et tout, si t'as pas conscience que t'es limites, souvent tu continues. Et c'est ça qui est très intéressant, ça peut arriver à n'importe qui. Et là, ils sont plus en train de se dire, mon Dieu, on doit avoir 1400 pieds le plafond, là on est limite en météo, est-ce que ça va passer? Et donc, intentionnellement, d'un point de vue cognitif, ils sont en train de se dire, est-ce qu'on va réussir à sortir des nuages et voir cette piste, tout simplement. Deuxième approche, ils arrivent à sortir, parce qu'en fait, le PAR fonctionne jusqu'au bout, ils arrivent à sortir de la couche vers les 300-350 pieds, c'est pas tout à fait 1400, et ils se présentent et ils touchent un tout petit peu long. Tout va bien. Là, notre pilote, il fait comme d'hab. Et lui, pour lui, comme d'hab, c'est, je suis posé, ça décélère gentiment, je vais poser la roue avant, et puis vers 115 nœuds, je commence à freiner.
On va revenir dessus, c'est pas la procédure. Mais là, ça freine pas de manière folle. Ça freine de manière moyen. Je vous cite son témoignage. On a senti peu de décélération. Le temps qu'on commence à décélérer, on était largement au-dessus de nos board speed standards. Alors, c'est quoi ça? Sur le bord de la piste, tu as des panneaux qui te disent la distance restante par rapport au bout de la piste. Et tu dois regarder le panneau, la distance, et comparer ta vitesse indiquée et te dire à X distance, je dois être à telle vitesse. Sinon, la manette dégaze vers l'avant, on refait un tour. Dans l'avion de ligne, une fois que tu es posé, tu mets la reverse. Une fois que tu as enclenché la reverse, tu peux plus repartir, c'est interdit. Dans un avion de chasse, tu n'as pas la reverse. Donc tu as toujours cette possibilité de refaire un tour. Le temps qu'il décide de comprendre qu'en fait ça ne va pas, un panneau, 2 panneaux, 3 panneaux, il y a une sorte d'inertie mentale et à un moment il se dit mais ça passe pas, Tron 63, going around, il refait un tour, il prend la bonne décision qui est celle de repartir. Et là la tour leur dit mais t'as pas assez de pistes. Moi j'ai jamais entendu ça dans un compte rendu, c'est not enough runway. Le contrôleur estime que mais mec ça passe pas, tu peux pas repartir. Et là, il se retrouve, et c'est pas très clair cette phase-là, faudra voir si un jour on a un rapport un peu plus détaillé, mais il essaie de décoller, ça vole pas, eject, les deux sortent, éjection basse altitude, quelques secondes après, ça arrive dans l'eau, et ils sont récupérés par un bateau de pêche, ambulance, hôpital, check médical, ils vont bien. Alors on récapépète, on a un avion en parfait état, un équipage qui n'est pas formé sur la bonne mise à jour, qui applique la sécurité en revenant alors qu'en fait il n'y avait pas besoin, qui vidange du pétrole, qui n'arrive pas à se poser du premier coup parce qu'il y a une panne au niveau du radar, qui revient une deuxième fois, les conditions météo se dégradent, c'est mouillé, il y a du vent arrière, ils calculent pas les perfos permettent pas de se poser, ils tentent quand même de se poser sans avoir conscience, ils n'arrivent pas à freiner comme il faut, ils mettent trop de temps à décider de repartir, au moment de repartir il n'y a plus assez de pistes pour se sustenter normalement, ils sortent et ils survivent à l'éjection. Pas banal, hein? Et donc là maintenant, on va regarder avec la méthode de l'US Navy les différentes plaques et comment on en est arrivé là. Alors le Threat and Error Management ou TEM, il y a une version dans le monde civil, il y a la version la version US Navy également. Donc c'est James Clinett et Robert Helmech de l'Université du Texas qui ont vraiment commencé à adapter ça au monde de l'aérien. Pour eux, il y a deux choses différentes. Vous avez les menaces, les threats, qui sont des facteurs externes qui augmentent la difficulté, et vous avez les erreurs, les errors, qui sont des actions d'équipage qui transforment la menace en situation dangereuse. Si vous vous posez la question, ça s'applique parfaitement dans l'industrie, et un bon 40% des interventions qu'on fait en conférence ou en formation, c'est justement pour aider vos collaborateurs à adopter une culture de sécurité plus proche de celle de l'aérien, parce qu'on a beaucoup à transférer à d'autres industries. Toujours est-il. Le modèle qu'on associe à tout ça aussi, c'est celui du Swiss Cheese Model de James Reason. Vous voyez peut-être, j'ai un de ces bouquins derrière. Excellent livre qui vous explique qu'en fait, vous avez des plaques de sécurité, qu'il y a des trous dans chacune des plaques, et qu'en fait, quand un événement arrive à passer, enfiler tous les trous, vous avez l'accident. Et là, on va avoir le débriefing de la part de la place avant et de la place arrière sur toutes les plaques et tout ce qui s'est enchaîné. On va regarder les menaces dans un premier temps. Menace 1. Changement d'aéronef au dernier moment avec un aéronef qui n'a pas la même version. La version qui est différente et sur laquelle ils ne sont pas formés, ça c'est la menace numéro 2. La menace numéro 3, c'est l'équipage. Place avant, un pilote d'active, place arrière, quelqu'un d'une autre escadrille, réserviste avec des procédures forcément et un background un peu différent. En 4, on a le retour vers la base qui est une déviation par rapport au plan de vol initial. On est déjà dans un cas un petit peu dégradé de gestion de panne. En 5, on a la météo qui n'est pas conforme. On nous vend une météo à 1400 pieds, en fait, il y a plutôt 350 pieds. C'est quand même pas tout à fait pareil pour les plans d'action. Et en 6, vous fait 5, 6 comme ça, on compte comme ça dans les cockpits. Tentative répétée pour contacter les ops au sol et avoir de l'aide également pour le traitement de la panne et plus d'informations. Et personne qui répond, ce qui est bien mais pas top. Vous vous rappellerez quand même que le crash qu'il y a eu avec Air Canada à New York, l'avion de Southwest 737 MAX qui a eu des soucis, qui a fait 2 annulations de départ, qui a demandé de l'aide supplémentaire au contrôleur aérien, ce qui a pris de la ressource cognitive, il n'arrivait pas non plus à joindre BaseOps. Donc ça a rajouté la charge de travail sur le contrôleur. Par contre, point intéressant, au niveau de ces menaces, elles s'empilent les unes après les autres. Elles sont connues. Donc en fait, tu es dans un environnement qui petit à petit se dégrade un temps après l'autre.
Maintenant, on va regarder, ça c'était les menaces, les erreurs. En 1, il y a la complacency. Donc c'est la complaisance. La complaisance, comme dit un des membres d'équipage, c'est entouré de pilotes à plus de 1500 heures sur Growler, j'ai commencé à supposer qu'on avait tout sous contrôle. L'expérience ne vous protège pas. Mais il y a ce biais de se dire, on est tous des Shiban, on a tous beaucoup d'expérience sur machine, mais en fait, dans l'aviation, c'est souvent les équipages les plus dangereux. Erreur numéro 2. Ce qui s'appelle le Poor Threat Recognition. Mauvaise identification des menaces. Ouais, elles s'empilent les unes après les autres. Il y a un moment, il faut les verbaliser et mettre en place une barrière, un plan pour atténuer le risque de ces menaces. En 3, Delayed Decision to Go Round. Donc, décision de remise des gaz trop tardive. Ça, remettre les gaz trop tard, c'est clairement pas une situation d'avenir. 4, Decision to Land on Runway 29. La décision d'atterrir sur la piste 29, en fait, c'était une erreur. Et pourquoi c'était une erreur? Parce qu'on va le voir après, ça ne passe pas dans les calculs d'atterrissage. En 5, on a Poor Task Management, mauvaise gestion des tâches et de la charge de travail. Et en 6, Poor CRM, Crew Resource Management, ou pas trop Resource Management, qui était pas bon, qui était défaillant. Donc ça, c'est la liste des menaces, des erreurs, et maintenant, de manière à bien clarifier les choses d'un point de vue technique, et c'est l'équipage qui le dit, à leur masse d'atterrissage, dans les conditions, le livre de perfo calcule qu'il leur faut 7600 pieds pour s'arrêter à la main et 8116 pieds en mode Precision Landing, donc en fait en mode automatique. Et dans leur cas, sur la piste 29, il y avait 7500 pieds. Donc, ils ont décidé de se poser sur une piste où leur performance normale d'atterrissage ne passait pas. Alors si vous trouvez ça bizarre, attention. Piste mouillée, vent arrière, c'est plus du tout les mêmes perfos. Et vent arrière, ils n'en avaient pas conscience initialement. Donc on peut dire que le crash, il s'est joué dans l'absence de calcul de performance explicite au moment où les conditions ont changé et leur peu de conscience situationnelle sur le fait que ça peut être facteur. Maintenant attention, on n'est pas sur leur piste habituelle. Il y a une tendance chez les pilotes militaires, surtout embarqués, si tu reviens de partir en mer et après tu es sur ta piste, tu es habitué à ta base, tu pars toujours de la même base, tu pars toujours du bateau et au final, par rapport à des pilotes de ligne qui vont toujours changer de terrain, on est beaucoup plus feignant et on a moins tendance à faire ces calculs. On fait souvent les calculs pour le décollage parce qu'on a besoin d'avoir nos vitesses de décision. Je vous renvoie vers la vidéo avec le Rafale qui prend feu à Marsan. Mais par contre, pour ce qui est des perfos d'atterrissage, je vous cache pas qu'ancien chasseur et j'étais pourtant UO et tout, on fait rarement ces perfos-là parce que normalement ça pose aucun souci. Si vraiment les conditions sont trop mauvaises, on a une crosse. Et si vous êtes pilote d'aviation légère, c'est quand la dernière fois que vous avez fait vos calculs de distance de freinage avec les conditions du jour, avec votre DR400 sur votre terrain. C'est ça qui est important. Sauf que la théorie, avec le FRS, ce qu'ils apprennent en formation sur Growler dans le Fleet Replacement Squadron, qui est là où ils font leur formation, la piste change, le vent change, le carburant change, ils recalculent. Pour info sur Rafale, de mémoire, on avait un ordinateur pour calculer ça et devinez qui calcule? BaseOps, au sol. Donc leur tentative de contacter des gens au sol, il y a 9 chances sur 10 que c'était pour leur passer leurs infos, avoir quelqu'un avec du recul et une charge cognitive moins forte qui les aide à prendre les bonnes décisions et à faire les calculs. Parce que dans la plupart des avions de chasse, tu peux pas faire tes calculs de perfo, t'as pas l'ordi. Alors là, on est sur un sujet, personnellement, que j'adore mettre en place en workshop. On vient avec des simulateurs de vol. On met les collaborateurs en situation, en fait, de saturation cognitive. Mais il faut la connaître, cette saturation. En tant que jeune pilote, on y est formé. On nous amène dans des vols à saturation cognitive de base et après à saturation cognitive tactique. Ça fait partie de la formation. C'est indispensable d'y passer pour se connaître, pour prendre de meilleures décisions. À partir de là, le grand adversaire, le grand danger, c'est ça. C'est cet empilement et c'est cette diminution de votre bande passante intellectuelle. Là, on a une chance énorme, c'est qu'on a le témoignage des équipages. On le voit bien dans le film Sully. Dans le film Sully, à un moment, c'est mis en avant lors du rapport. C'est rare qu'on ait les pilotes qui puissent témoigner de leur point de vue, parce que généralement, les pilotes sont morts. Donc là, on a beaucoup de chance d'avoir ces témoignages-là. Et je vais vous lire la phrase que nous dit le pilote. Le pilote, il nous dit que pendant le roll-out, quand l'avion n'a pas répondu au freinage comme je m'y attendais, j'ai rétréci mon focus pour chercher une explication. Au lieu de scooping out, ce qu'ils appellent élargir l'attention pour reprendre la big picture, la conscience de la situation, la vue d'ensemble, il a scooped in, il a tunnelisé. Il s'est fixé sur sa sensation anormale de freinage, au lieu de revenir à ses instruments et à ce qu'il connaît, les board speeds et sa vitesse, en se disant je suis trop rapide ou je suis lent et prendre la décision, il s'est retrouvé
à focaliser. Alors personnellement, moi j'ai fait un aquaplanning. C'était mis en place pour le meeting de Lens. On s'est posé à Lille, qui est une piste un peu bondée. Je me pose un peu long, et puis là, au moment où je commence à freiner, je sens que ça freine pas et tout. Et je me rappelle très bien de cette sensation qui m'a pas plu du tout. Et pendant 1 seconde et demie, je me suis dit, je me remets plein gaz ou je continue à freiner. Et là, il s'est mis à décélérer. Vu la distance restante, ça m'allait, je me suis arrêté. Mais j'ai jamais été aussi près de remettre pleine charge et de repartir. Après, un rafale léger pour des meetings, ça repart comme ça. Hein. Merci Dassault et merci Safran. Mais ce qui est intéressant dans le témoignage de l'équipage, c'est qu'à un moment, il va parler de sensory overload, de saturation sensorielle. Il s'attendait à voir une certaine décélération, elle n'arrive pas. Et là, du coup, son cerveau se focalise sur cette information-là et il perd en fait dans son scan visuel et intellectuel les autres signaux faibles. Il était donc focalisé sur la sensation et il n'avait plus le cerveau en mode analytique. Je regarde mon board, je regarde ma vitesse, je prends une décision. Alors c'est Christopher Wickens qui parle de ça à partir des années 80 avec l'attentional tunneling, la tunisation mentale. J'ai fait un TEDx sur le sujet, c'est un gros sujet que vous retrouvez par exemple dans Au-delà du cockpit. Très important, ça explique beaucoup de choses dans l'aérien, faut l'avoir vécu pour le comprendre. Et là, encore dans son témoignage, il nous explique que les consignes du bouquin, du texte, de NATOP, c'est dit que sur piste mouillée, tu dois réduire la masse, tu dois viser, imposer court et lent, appliquer les freins dès que le contrôle directionnel le permet, parce que comme ça, si ça part d'un côté, tu peux récupérer. Et au lieu de ça, lui, il a fait son ancienne technique qu'on lui avait appris au FRS, c'est j'attends 115 nœuds, et là je freine. Donc il n'a pas appliqué la bonne méthode au vu de la piste mouillée. C'est pas comme ça que tu es censé faire. Et aux US, il y a cette notion de technique versus procédure. Ta technique perso, en fait, elle peut pas remplacer normalement la procédure. Quand il s'est rendu compte que ça n'allait pas, il a mis 3 à 5 secondes avant de réussir à changer de plan d'action. 3 à 5 secondes à vitesse où il allait, c'est 700 à 1100 pieds sur la piste. Et donc du coup, il s'est retrouvé à prendre la décision malheureusement trop tard. Et là, vous allez me dire, mais il y a une place arrière, c'est un biplace. Il fait quoi le mec derrière? Eh ben, vous vous rappelez la règle de base. Aviate, navigate, communicate. Je le cite, c'est le mantra qu'on nous apprend pendant le premier jour à l'école de vol, ou des WISO. À l'atterrissage, je me suis par erreur focalisé sur le call rollout. Donc, lui, il fait la radio derrière. Et donc, une fois qu'ils sont au sol, il doit faire un call qui dit qu'ils sont posés et qui fait la rollout. Ça sert à rien, on est d'accord. Mais c'est une tâche, il le dit lui-même, sans importance, qui aurait pu et aurait dû être traitée après avoir confirmé que les freins allaient tenir et que l'avion allait s'arrêter. Parce qu'en fait, normalement, on dit vitesse contrôlée. Mais tu fais ça quand tu as la vitesse contrôlée, que tu es sûr que tu peux t'arrêter. C'est mieux. Et donc là, il a fait ça, il a pensé à ça, et ça lui a pris environ 15 secondes, et en aucun cas, il était, en fait, en posture d'équipier, mais il n'était pas du tout backup de son leader. Il pensait à son petit truc, il était d'une certaine manière sac de sable, il dit, moi je vais faire mon message radio, fin de l'affaire, tellement il est dans son biais d'habitude, on est posé, ça va bien se passer. S'il avait backupé son pilote, il aurait pu voir que au niveau des vitesses et des boards, on n'était pas bon du tout. Il aurait pu aider son leader à détunneliser et lui dire, vas-y, on remet les gaz. On remet les gaz, on a le pétrole, on décolle, on rentre le train, on réassesse. Puis si besoin, on va faire un tour au soleil à El Centro. Il y a de la nourriture sympa là-bas. Mais là, ils se retrouvent dans cette habitude et encore une fois, ils sont levés très tôt et certains revenaient en plus de red flag où ils avaient enchaîné pas mal de vols. Donc il y a de la fatigue. Et on est en février où il y a souvent de la fatigue supplémentaire. Donc on a une mauvaise communication à l'intérieur de l'équipage, un défaut de backup en fait au niveau de l'équipage. Le WISO, il est censé dire we are fast ou no brakes pour aider le pilote à décider et il l'a pas aidé. Il y a eu une défaillance en fait du protocole de communication et de backup dans le cockpit. Dans le monde de l'industrie, par exemple chez RTE, chez EDF, on parle de pratiques de fiabilisation d'intervention, ils ont le contrôle croisé. Absence de contrôle croisé, catastrophe, crawler perdu. Une leçon qui est quand même très intéressante, c'est celle de la technique qui n'avait jamais failli. En fait, on voit le pilote qui a toujours sa méthode. Je me pose, à 115 nœuds, je commence à freiner. C'est pas parce que ça marche que c'est la bonne méthode ou que c'est ce que vous êtes censé faire. Et c'est ce que le pilote met justement en avant. Il dit, j'ai toujours fait ça s'est toujours bien passé comme ça pendant plus de 1500 heures. C'est important de revenir au texte et de s'assurer de bien maîtriser le texte parce que les procédures avaient changé entre le moment où le pilote avait été formé au FRS avec cette technique et la bonne procédure, parce que cette procédure qui marche sur une piste longue sèche n'est pas ce qui marche sur une piste mouillée courte. On en arrive donc au point un petit peu du threat error management comme il est intellectualisé dans l'aviation légère ou dans l'aviation ligne, où en fait on va essayer de réfléchir et d'anticiper quelles sont les menaces, quelles sont les erreurs que l'on pourrait faire, mais de manière proactive et
avant le décollage ou dans un cas comme ça, en retour, gestion de panne. Aujourd'hui, on va se poser sur une piste de 7500 pieds mouillés avec du vent arrière, sur quoi on peut se faire avoir. Et tu vas essayer d'identifier les menaces et les erreurs possibles. Et tu vas te préactiver mentalement, c'est une sorte d'échauffement du cerveau, pour te préparer à justement échauffer ton scan visuel, vitesse, board. Si à telle distance, on n'est pas bon, on remet les gaz. Puis accessoirement, place arrière, essaye de joindre les mecs au sol, refais-nous des calculs de numbers, j'ai envie de savoir si on a de la marge ou pas par rapport au posé. Ça passe pas, on vidange plus, on est plus léger, ou alors on se dégage à le centre, on viendra quand il fera meilleur. Alors encore une fois, tout ça c'est facile quand on connaît la fin mot de l'histoire. Il y a plein d'avions qui sont posés sans calculer les perfos. Mais il faut réussir à capitaliser sur ce genre d'images. On a la chance d'avoir des images folles de vidéosurveillance où vous voyez ce gros leurre. Retenez ça, parce qu'en fait c'est ça nous qu'on apporte maintenant dans le monde de l'entreprise. Et au-delà, c'est une procédure, un événement. Ça doit être une leçon qui doit vous marquer. Moi quand je fais mon tour avion, donc c'est même tour ULM, je repense en 1935, au YB 299, et à comment la checklist a été créée, ce qu'on vous explique dans Crash. C'est ces accidents qui vous sauvent la vie. Ces accidents, il faut réussir à capitaliser dessus, faire vivre le devoir de mémoire de l'accidentologie pour pas se faire avoir. Et moi, ce que je retiens de cette image, dans ma tête, gravé, c'est MEF aux versions informatiques qui peuvent évoluer. Ça, il y en a dans tout le temps. Regardez, même l'IA, ça n'arrête pas d'évoluer de semaine en semaine. MEF aux dégradations météo pas prévues. Tu penses revenir qu'il y a 1400 pieds, il y a 300 pieds, c'est pas du tout le même sport. MEF au calcul perfo à l'atterrissage. Parce qu'on a des avions qui marchent bien, parce qu'on a des avions qui sont puissants. Allez, ça va, on est habitué à se poser sur un porte-avions, on va se poser sur une piste de 7000 pieds. Bah ouais, mais t'as pas de crosse. Tu n'utilises pas ta crosse, tu n'utilises pas le bras aujourd'hui, donc tu as d'autres pièges. Et quand les situations se dégradent, qu'on commence à empiler les différentes menaces, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre du recul, il faut se remettre devant l'avion et il faut essayer de se faire un petit threat and error management sur quoi on peut se faire avoir, c'est quoi les dangers, qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on bétonne pour s'assurer de pas se faire avoir. Et ensuite en équipage, petit briefing. Je te rappelle que là on se pose lourd sur une piste mouillée. Aviate, navigate, communicate. On communique avec l'extérieur en dernier. J'ai besoin que tu me back-up sur des vitesses. Tu vois quoi que ce soit qui te plaît pas, tu me le dis, on remet les gaz, on réfléchit pas. Pour rappel, pour remettre les gaz, il nous faut X distance. Des questions? Go. Maintenant, pour terminer cette vidéo, je voudrais encore une fois remercier la Navy de nous partager ça et surtout les pilotes d'avoir eu l'humilité de nous partager tout ça. Ils ont probablement déjà sauvé des vies. Ensuite, bon chasseur, mauvais chasseur, point super important. Super important. Dans l'aviation militaire, tu peux faire des vols, ça se passe mal. C'est normal. Même des fois, c'est fait exprès que ça se passe mal. Vous savez ce qu'on veut voir? On veut voir qu'au débriefing, vous arrivez à tirer les bonnes leçons. Les bonnes leçons learned. Et tu peux partir avec un vol qui vaut rouge, un vol qui est mauvais. Si au débriefing, tu arrives à identifier pourquoi, tu arrives à sortir les leçons de ta propre initiative, parce que débriefer est un art, hein, c'est pas évident, et ben ça peut te sauver le vol et ça peut te permettre de pas louper le test. Je dis ça, je dis rien, la mission elle est terminée une fois que le débriefing est terminé. Et là, ça leur a peut-être coûté un gros leurre, mais clairement, moi, je pense qu'ils ont fait progresser toute la communauté des Hornets et bien au-delà, puisque nous, en tant que Français, on capitalise également sur leur retour d'expérience. Donc, on va finir à l'américaine par une phrase très simple. Thank you for your service et merci pour votre debrief. Fly safe.